Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Gérard Larcher, le président du Sénat, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous à 5 jours du second tour des législatives. Alors bien sûr, on nous annonce un Parlement Macron. Vous répondrez ce soir à Jean-Francis Pécresse des Échos et de Radio Classique, à Nadège Puljac de l'Agence France-Presse et de Michael Zamès de Public Sénat. 3 grandes questions vous seront posées ce soir. Gérard Larcher, d'abord, est-ce la fin de l'opposition ? Ensuite, est-ce que vous prenez une attitude constructive ? Enfin, votre parti, les Républicains, est-il un parti en sursis ? Mais d'abord, une toute première question d'actualité. Il y a bien sûr des voix à droite qui appellent au sursaut. Gérard Larcher, mais franchement, c'est plié. En tous les cas, dimanche, la France va donner au président de la République une large majorité. C'est d'ailleurs une logique des institutions. On a souvent dit que depuis la réforme du quinquennat, c'était la réplique sismique de l'élection présidentielle. Disons que sur l'échelle de Richter, c'est une réplique qui est forte. Oui. Mais la démocratie, c'est aussi, à côté d'une majorité stable et claire, une opposition responsable qui propose. Oui. Et une opposition qui, parfois, doit aussi, au-delà du contrôle, s'opposer. Mais qui doit exister d'abord. Est-ce que vous pensez possible un rééquilibrage d'ici dimanche ? Je pense qu'un rééquilibrage, c'est ça la notion du sursaut, est nécessaire, y compris pour la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Comment ça ? Parce qu'il faut être, j'allais dire, je compare souvent ça à la pelote basque. Il faut un fronton parfois pour envoyer les balles. Et pour construire dans le pays, il faut toujours que le débat ait lieu au Parlement. Sinon, ça se termine dans la rue. Et c'était une des inquiétudes que j'avais exprimées chez un de vos confrères la semaine dernière. Alors, dans le Parisien. Hein. Mais alors, je ne comprends pas. Quels sont vos arguments alors, pour essayer d'obtenir ce rééquilibrage ? Alors qu'on entend sur le terrain des candidats LR, Monsieur le Président du Sénat, qui défendent Emmanuel Macron. Près de 52% de nos compatriotes électeurs n'ont pas voté. Et c'est quand même un vrai sujet. Attention à la tentation du parti unique. La première victime, ce serait la participation citoyenne. Comme si tout était réglé. Et je dois dire qu'il est important que celles et ceux qui sont attentifs au fonctionnement de la démocratie ne se disent pas « c'est plié, c'est réglé ». Il faut que dimanche, ils aillent voter. Quel que soit leur vote, je crois que la première réponse, elle doit être une réponse de citoyenne. Alors vous nous dites en fait un sursaut politique, mais également un sursaut citoyen. Oui, indispensable, parce que, vous savez, aujourd'hui, près de, si on prend le chiffre, 23% des Français avaient choisi Emmanuel Macron. Il va y avoir 80% de députés, c'est les chiffres qu'on annonce. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une petite discordance dans tout ça ? Alors vous connaissez bien sûr parfaitement la carte électorale nationale, Gérard Larcher. Alors on va prendre l'exemple des Yvelines, le département où vous êtes élu. Un résultat très médiocre. C'est incroyable. Et il n'y aurait, sans doute, il pourrait n'y avoir aucun député de droite. Il pourrait n'y avoir aucun député. Est-ce que vous avez jamais, dans vos pires cauchemars, imaginé un tel dégagisme ? D'abord, je ne fais jamais de cauchemar. Non. Je regarde la réalité en face. Nous voyons des candidats qui n'étaient inconnus sur le terrain. En fait, ils sont des hologrammes d'Emmanuel Macron. C'est ça qui a déterminé l'élection. C'est aussi parce que notre pays a une telle angoisse, une telle situation de désarroi, le désir qu'on travaille ensemble, qu'ils sont allés vers ce choix et beaucoup de nos candidats sont vraiment ces hologrammes d'Emmanuel Macron. Et je le dis avec respect. Pour les candidats et pour Emmanuel Macron. Oui. Mais vous dites quand même, à propos d'Emmanuel Macron, vous lui dites quand même chapeau l'artiste. Parce que, alors, franchement, en un peu plus de 12 mois, regardez ce qu'il a réalisé, un sans faute. Il a réussi parfaitement dans une situation de désarroi du pays, dans un quinquennat qui avait été l'échec absolu, un président de la République qui a réussi à tuer quasiment totalement son parti politique. Un chapeau l'artiste. Je dis chapeau le politique. Chapeau le politique. Il faut se souvenir qu'il y a 6 mois, on annonçait 450 députés de droite. Hein, c'était en tous les cas ce que vous me posiez comme question à la fin de l'année. Voilà. On voit bien qu'en démocratie, rien n'est jamais acquis avant le choix des électeurs. Alors, la suite de l'épreuve de vérité tout de suite avec Michael Zamès de Public Sénat qui vient vous poser sa question.
Bonsoir Mickaël. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Larcher. Bonsoir. Donc on a bien compris avec ce que vous venez de dire avec Michel Grossion, avec la vague qui se prépare à déferler sur l'Assemblée nationale, vous diriez qu'il n'y a plus d'opposition? D'abord, je souhaite dire aux Français qui nous écoutent qu'il faut qu'il y ait une opposition. C'est indispensable pour la démocratie. La démocratie, c'est comme un cœur, il y a 2 ventricules ou 2 piliers. D'ailleurs, il y a des piliers dans le cœur. Un qui fait, c'est le rôle de la majorité, qui conduit une politique, qui soutient un gouvernement, et un autre pilier qui s'assure, qui propose, qui peut d'ailleurs co-construire à certains moments, mais qui est la garantie de l'expression de doute, d'interrogation, et qui est une exigence. S'il n'y a presque plus d'opposition, vous avez dit parler du risque de la rue. Est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie, comme le dit notamment Pierre Laurent, le patron du Parti communiste? Le risque de la rue, c'est naturellement un risque pour la démocratie. Je préfère que ça soit au Parlement ce débat. Voilà pourquoi, à l'Assemblée nationale, il est important. Chaque député d'opposition en plus, par rapport aux projections, ce sera un peu plus de démocratie vivante. C'est un point important. Le président de la République est sûr d'avoir cette majorité claire et stable. En plus, il se dit que les nouveaux députés marcheraient en file. C'est-à-dire possible ça? C'est-à-dire J'ai quoi? du mal à le croire parce Ils auraient que reçu une lettre en disant qu'ils c'est ce auraient qu'on à raconte. voter. Mais aucun mandat n'est impératif. Et vous savez, j'ose espérer que l'esprit de liberté l'emportera surtout. Ici au Sénat, on sait bien ce qu'est l'esprit de Mais liberté. à l'Assemblée nationale, Mais ce je sont pas- crois vraiment qu'il y a une responsabilité des citoyens. Et chaque député d'opposition, qui peut être en même temps un homme positif, une femme positive, c'est un peu plus de Les démocratie. députés Godillot, on en a parlé déjà à l'époque de la droite, il n'y aurait rien de nouveau dans cela. Il n'y aurait rien de nouveau, on l'a connu en 1993. Ouais. Ça ne s'est pas terriblement bien terminé. Mais là, à l'époque, vous ne vous étiez pas inquiété d'une sorte d'hégémonie ou d'absolutisme politique, quand c'était la droite qui en bénéficiait On de n'était pas cette dans le vague. quinquennat, je vous rappelle. Nous étions dans le septennat. Et aujourd'hui, on est dans la réplique sismique de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs un vrai sujet par rapport à la réforme du quinquennat. Moi qui suis pour le scrutin majoritaire. En même temps, je sais que nous aurons un débat sur une place de proportionnelle. Vous en pensez quoi? Et nous vivons au Sénat la proportionnelle, puisque Bien sûr. presque les 2 tiers des sénateurs, presque 75% demain des sénateurs seront élus à la proportionnelle. Je reste très attaché au scrutin majoritaire, qui est la relation entre un homme, une femme et un territoire. Donc les citoyens qui habitent ce territoire. pour ou contre? Mais le débat sur une part de proportionnel n'est pas un débat Quelle majeur. hauteur? Parce qu'Édouard Philippe ne sait pas mesurer encore la hauteur ou la 10, dose. 20%. C'est le débat. Ce sera entre 10 et 20%. Oui. Il ne faut pas non plus que ce soit un facteur d'instabilité. Et la réforme du quinquennat est en train de démontrer ce que nous répétions à quelques-uns. Attention, la réplique sismique. Alors, Donc oui. ça veut dire, si on vous entend bien aujourd'hui, que vous seriez prêt, s'il y a un texte arrivé. Est-ce qu'il faut une réforme constitutionnelle pour Non. introduire? Il faut une simple loi. Vous savez, on l'a vécu avec François Mitterrand. Donc vous seriez La d'accord pour faire question, voter cette la loi? question qui peut être posée au Conseil, est-ce qu'on fait cohabiter un scrutin majoritaire et une part de scrutin proportionnel? L'exemple du Sénat le montre. Une partie de nos collègues sont élus au scrutin majoritaire. Une partie dont je suis est élue au scrutin proportionnel. Ouais. Alors, vous utilisez beaucoup l'expression réplique sismique. Hein. Est-ce qu'il faut l'empêcher en revenant sur le calendrier électoral qui place les législatives après la présidentielle? Est-ce qu'il faut revenir Non, là-dessus? le sujet, c'est le quinquennat, ça a été tranché, Oui. c'est déjà, ça a été un débat. Et quand on ne gagne pas, on ne remet pas en cause toutes les règles du jeu. Quand on ne gagne pas, on se pose la question sur soi-même, pourquoi nous en sommes là, et en même temps, qu'est-ce qu'attendent les Français? C'est le rôle des formations politiques, c'est le rôle des groupes politiques. Et on n'a pas parlé du Sénat jusque-là. Justement, Le Sénat va jouer un rôle important. Merci. Alors. Alors, c'est justement quel rôle pour le Sénat après que peut-être, on verra bien dimanche, mais au moins 400 députés de la République en marche. Voyez-vous, il y a près de 3 ans, d'expérimenter. quand j'ai présenté ma candidature ici, j'avais un thème d'opposition constructive. Alors c'est un mot qu'on répète beaucoup. À l'époque, il était moins usité. C'était un choix que j'avais fait par rapport à d'autres. Parce que je pense que le pays attend de notre part, même si nous avons des idées différentes, qu'on se préoccupe d'abord de lui. Et quand je disais toujours,
Le pays, c'est beaucoup plus important que mon parti. Moi qui me suis engagé extrêmement tôt dans ma formation politique, qui en suis membre, et donc je vis ça profondément, je dois dire. Et le Sénat, demain, ça va être un espace de vraie liberté. Un endroit où on peut avoir de l'exigence, des propositions, où on n'est pas dans le dogmatisme. Ouais. Et je dois dire... les godillots, c'est ce que vous voulez dire. Ici, je mets vraiment de godillots. Non, c'est pour ça. Mais c'est l'inverse de l'Assemblée. Non. Est-ce que l'Assemblée... Est-ce que c'est pas un mot facile, godillot? Peut-être. Moi, je fais confiance aux collègues de l'Assemblée nationale. Mais ici, il y a un espace de liberté. Il y a un espace d'initiative. C'est vrai que nous ne sommes jamais alignés. Nous ne sommes jamais en file. Souvenez-vous du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La majorité ici était majoritairement dans la majorité présidentielle de l'époque. Et pourtant, sur nombre de sujets, elle a exprimé sa liberté. Donc vous entendez que le Sénat exprime encore plus sa singularité? Je pense que la majorité sénatoriale n'est pas automatiquement calquée sur la majorité présidentielle. C'est un point important. De même que l'opposition au Sénat s'appelle souvent groupe minoritaire, plutôt groupe d'opposition. Et moi, je suis très attentif aux droits de l'opposition. Ça va être d'ailleurs un sujet à l'Assemblée nationale, puisque nous aurons des groupes d'opposition à gauche, comme au centre et à droite, qui seront, on le sait, beaucoup plus réduits qu'on ne l'imaginait. Les droits de l'opposition, c'est quelque chose d'essentiel. Vous vous demandez aujourd'hui, est-ce que ce droit d'opposition soit respecté? Il est majeur. Au futur la première des choses, c'est que j'appelle mes compatriotes à donner à l'opposition suffisamment de force. Mais en même temps, je me dis que les droits de l'opposition vont être encore plus sacrés dans une assemblée qui, naturellement, va surreprésenter. Je rappelle que 31,5%, ça fait 80% de députés. C'est la Ve République, ça ne me choque pas, mais en même temps, les droits de l'opposition, c'est un sujet essentiel. On prête l'idée au chef de l'État, contesté paraît-il en interne chez les macronistes, de désigner un président, de faire élire un président de l'Assemblée nationale de la droite. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée dans le cadre de cet équilibre que vous évoquez? C'est les députés qui décideront. Les députés, je ne leur demande pas de se mêler des choix au Sénat. C'est les députés qui décideront. Ce sera le choix du gouvernement. Mais au bout du compte, si c'est la même tradition que le Sénat, peut-être un peu différent chez les députés, notamment des députés nouveaux, c'est eux et eux seuls qui décideront. Est-ce que vous avez mesuré l'impact de La République En Marche sur les futures élections sénatoriales? Non, mais ça peut avoir un impact. Le vrai sujet, c'est que notre corps électoral, en dehors d'avoir été essentiellement constitué lors des élections municipales, puis les élections départementales et régionales, est particulièrement attentif au sujet du territoire. Et jusque-là, on n'a pas beaucoup entendu ni le président de la République, ni le Premier ministre sur le sujet du territoire. Le rôle et la place de la commune, des intercommunalités, dans le cadre de la loi NOTRe, la réforme de la taxe d'habitation, les réformes des dotations. Quelle vision de la poursuite ou non de la décentralisation? Les premiers signaux qu'on a reçus sont plutôt des signaux de recentralisation. Tout ça, vous en avez Donc parlé c'est des vrais sujets. Il y a quoi, 3 semaines, un mois? Oui, tout ça on a parlé au président de la République. Je disais au président de la République, en le recevant, il a eu la courtoisie de venir me voir la veille de son investiture. Et nous avons eu un échange, nous étions tous les deux. Et dans cet échange, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes le président d'un pays fracturé. Et d'un pays fracturé, en plus géographiquement et territorialement. Et que le rôle du Sénat, c'est d'essayer de contribuer à recoudre ce territoire. Il n'y a pas qu'une France de métropoles et de quelques régions puissantes. Il y a une France qui est tout à la fois. Et je crois qu'une partie des votes extrêmes, c'est le sentiment, presque d'une majorité de nos concitoyens, de ne plus être dans le jeu aujourd'hui, de ne plus être considéré, de ne plus être pris en compte. Est-ce qu'on peut vous demander quelle a été sa réponse? Qu'il y serait très attentif et que c'est un débat que nous allons poursuivre. Donc vous Je revois le Premier ministre la semaine prochaine et nous nous rencontrerons très bientôt avec le Président de la République. Vous savez, moi, c'est ma manière de faire. Gérard Larcher, vous l'avez peu ou pas dit. Est-ce que vous serez candidat en septembre à nouveau à la présidence du Sénat? J'ai déjà dit, s'il y a une majorité
qui souhaite que je poursuive dans le cadre de la majorité sénatoriale actuelle, je poursuivrai. C'est les sénateurs qui décideront. Comme je le souhaite, les députés décideront sur leur futur président. Sur autre chose peut-être, on a assisté aujourd'hui à une passe d'armes entre le Premier ministre et François Bayrou, le ministre de la Justice. Le garde des Sceaux l'a rappelé à son devoir d'exemplarité, notamment par rapport à une question sur les médias. François Bayrou lui a rétorqué en quelque sorte, je fais un peu ce que je veux. C'est drôle d'ambiance quand même. Écoutez, d'abord, le principe, c'est que la presse est libre. Et je distingue bien dans ce que la ministre du Travail a fait, qui n'est pas contre un média, mais sur l'attitude éventuelle de fonctionnaires du ministère du Travail. Alors on précise, parce qu'il y a eu la fuite d'un document qui a été publié par Libération, un document préparatoire à la loi travail. Donc le ministère a décidé de porter plainte. Il a raison, c'est le respect du droit. Un fonctionnaire doit être loyal. Mais c'est pas une pression contre les médias. Non. Est-ce que demander la loyauté à un fonctionnaire, c'est pas une certaine conception du service de l'État? Et nous sommes en attente à un certain niveau du service de l'État par les fonctionnaires. Téléphoner à Radio France quand on est ministre de la Justice. Ça, c'est un autre sujet. Ah, voilà, mais totalement différent. Il y a un problème de cohérence, surtout pour un garde des Sceaux, à intervenir auprès du directeur d'un média. C'est vrai. Je peux comprendre l'énervement. On connaît. Je ne vais pas vous dire que quand on est dans cette fonction, c'est quelque chose qu'on connaît, y compris le président du Sénat. Mais quand on est ministre, quand on est président d'une institution, on a des devoirs. Je comprends la réaction du Premier ministre. Donc vous approuvez le recadrage d'Édouard Philippe aujourd'hui de son ministre. Approuvé à désapprouver. C'était ça. Je le comprends et je ferai la même chose si il se passait quelque chose d'équivalent dans mon institution. Alors, mais permettez-moi de poser peut-être une dernière question sur cette question. François Bayrou, ça ressemble quand même à un drôle de caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, non? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un caillou blanc qu'il a emporté avec lui, qui l'a peut-être aidé à être élu. Ils ont décidé de travailler ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Mais est-ce que vous estimez qu'il est qualifié pour porter la loi de moralisation de la vie politique, puisque le Canard enchaîné ce soir publie des témoignages d'anciens assistants parlementaires européens, du MoDem, qui contredisent un peu la version initiale dans cette enquête préliminaire qui a été ouverte. Alors, toujours refusé à commenter, notamment les enquêtes préliminaires. Laissons les choses se faire. Le ministre d'État, François Bayrou, est venu me voir pour parler du texte confiance. C'est d'ailleurs un mot auquel je tenais, plutôt que le mot moralisation. Comme si la vie publique était par nature amorale ou immorale. Par contre, je partage, vous le savez, le désir qu'on retrouve la confiance entre les citoyens, les parlementaires. Je ne cesse de dire qu'il ne suffit pas que les maires adjoints, les conseillers municipaux, aient la confiance des Français. Ils sont les seuls. Donc retrouver la confiance, c'est une démarche. Je n'en doute pas que le Sénat accompagnera. Et depuis, d'ailleurs, début 2015, le Sénat a fait beaucoup de pas dans cette direction. Donc vous serez constructif sur ce sujet. C'est la question... Positif. On va changer de mot. Puisque à 3 ans, j'étais constructif, on va utiliser le mot positif. Allez, on va encore quand même utiliser ce mot dans la question qui vient. Merci beaucoup, Michael. Merci. Et tout de suite, c'est Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Larcher. Alors il y a débat chez les Républicains sur la nature de l'opposition à Emmanuel Macron et à cette majorité massive de la République En Marche. Débat entre une opposition constructive et une opposition plus obstructive. Est-ce que vous serez, en tant que président du Sénat, partisan d'une opposition constructive ou d'une opposition... Je crois que je me suis déjà expliqué en répondant aux questions de votre confrère. C'est depuis 3 ans l'attitude que nous avons. Je rappelle quand même que nous avons voté près de 75% des textes après amendement des gouvernements de Manuel Valls. Et donc, c'est ici l'ADN de la maison. Est-ce qu'on est constructif pour être constructif? Non. Ce qui compte, c'est... Et c'est d'ailleurs l'attente de nos concitoyens, qu'on sorte notre pays des grandes difficultés qu'il connaît, en matière d'emploi, en matière de dépenses publiques, en matière de déficit. C'est ça l'attente de nos concitoyens. Alors, est-ce que mon attitude est constructive ou obstructive? Je suis rarement obstructif, sauf quand on touche aux libertés fondamentales. C'est un point sur lequel on ne transige pas. Souvenez-vous,
de la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande, de la déchéance de nationalité et de mes propos sur ce plateau, sur le passeport d'enseigne, sur l'apatridie. Quand on dit non ici, on dit rarement, mais c'est un non absolu. Est-ce que ça veut dire que vous vous opposeriez à l'intégration des dispositions de l'état d'urgence dans la loi ordinaire? D'abord, nous allons débattre au mois de juillet de la reconduction jusqu'à l'automne de l'état d'urgence dans le cadre. Mais il y a un débat qui n'est pas médiocre, qui a déjà été ici entamé largement par le président de la commission des lois, Philippe Bas, et par Michel Mercier, donc le rapporteur. Et sur les sujets, par exemple, de la rétention administrative, sur le sujet du suivi de personnalité, entre guillemets, personnalité plutôt de personnes fichées ou particulièrement suivies. Il y a un sujet sur, par exemple, les perquisitions. Tous ces sujets-là, on sera attentif aux libertés. Vigilant. On sera vigilant parce que la limite, ici, c'est la protection des libertés individuelles et collectives. Mais en même temps, on ne méconnaît pas la réalité du terrorisme et de l'insécurité. Mais il y a eu encore une fuite, peut-être dans la presse, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on a eu également, la semaine dernière, dans Le Monde, un avant-texte qui, par exemple, donnait le pouvoir à la justice administrative. Est-ce que cela, ça vous inquiète? Et là, est-ce que vous pourriez faire blocage? C'est sans doute sur ces sujets-là que nous serons particulièrement attentifs. C'est un point sur lequel nous étions déjà attentifs il y a bien longtemps, et je pense que dans cette maison qui a mis en place, je le rappelle, la commission informatique et liberté, le mot liberté est un mot qui est très haut sur le fronton du Sénat. Mais concrètement, alors où est la ligne à ne pas franchir? Elle est où, cette ligne? Cette ligne à ne pas franchir... Parce que les dispositions de l'état d'urgence actuel, elles ne vous choquent pas? Non, mais je rappelle que c'est une disposition exceptionnelle. Pour un temps donné. Mais si on sous le contrôle des deux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si un certain nombre de procédures deviennent des procédures ordinaires, il faut s'assurer que les libertés individuelles et collectives soient assurées. Prenons le sujet. Donc on ne sort pas automatiquement de l'état d'urgence en transférant tout ça dans la loi ordinaire, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Il y aura un débat. Alors vous vouliez parler sans doute, Jean-Francis, de la loi travail. On va écouter tout de suite ce que nous disait Jean-François Copé ici même la semaine dernière, très enthousiaste. Il se trouve que ce projet est exactement celui que je défends, aussi bien d'ailleurs sur le fond que sur la méthode, celle des ordonnances. Ça fait des années que je le préconise, parfois d'ailleurs contre l'avis de Nicolas Sarkozy, de François Fillon à une certaine époque, qui préféraient de faire des référendums. Alors que je suis totalement partisan de l'idée de faire cela par ordonnance tout de suite, profitant de la dynamique électorale. Et il faut vraiment que l'on puisse gagner cette bataille-là. Vous voyez, je dis « on » parce que sur ces sujets, nous faisons front commun avec Emmanuel Macron. Il y a d'autres sujets de divergence, mais sur celui-là, évidemment qu'il faut le faire. Bon, la méthode d'abord. Est-ce que la méthode des ordonnances, vous êtes favorable? Ah oui, je les avais même préparées pour nos candidats. Alors, ça ne me pose aucun problème. Alors, je le dis comme président du Sénat, les ordonnances, oui, à condition de ne pas en abuser. Ordonnance, oui, mais le débat doit aller dans le cadre d'une ordonnance, au fond, que ce soit au moment de l'habilitation qu'au moment de la ratification. Le débat, il doit aussi être un débat en commission qui permet d'entendre, sur le sujet travail-emploi, l'ensemble des partenaires sociaux. Ça n'est pas un espèce de débat caché, subreptice, conclu au prétexte qu'il faudrait aller vite. C'est ce que disent les syndicats, tiens. La CGT encore aujourd'hui, qui parle de pseudo-dialogue social. En tous les cas, moi personnellement, j'avais entamé avec eux au mois de décembre ce dialogue sur des sujets qu'on doit retrouver dans les ordonnances, qui est le sujet du rôle, de la place et du niveau de l'accord d'entreprise et de branche. On va en parler justement. Est-ce qu'on peut encore étendre, au-delà de ce qui s'est fait avec la loi El Khomri, ce qui relève de l'accord d'entreprise? Aujourd'hui, ce qui relève de ce type d'accord, c'est tout ce qui est relatif à l'organisation du travail en général. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Parce que le MEDEF dit qu'il faut encore étendre, mais
Mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus dans les accords d'entreprise? D'abord, vous parlez de la loi Travail El Khomri dans sa dernière version, psychodrame 49.3, mais pas du texte initial de la loi Travail, et pas du texte qui était le fondement de cette loi Travail, qui était le rapport de Jean-Denis Combrexel. Oui. Est-ce qu'on donne à l'accord d'entreprise la capacité, en quelque sorte, à déroger à ce qu'on a appelé la hiérarchie des normes? Je réponds oui sur un certain nombre de sujets. Oui. Que, par exemple, le sujet de la nature du contrat dans l'entreprise. Je pense au contrat de mission. Peut être un sujet débattu dans le cadre de l'accord d'entreprise. Mais j'insiste sur un point. Attendez, parce que ça c'est quand même important, parce que ça veut dire que vous êtes favorable, vous, est-ce que ces accords s'imposent au contrat de travail? C'est-à-dire que Bien sûr. on puisse les opposer de manière Bien systématique sûr. au contrat de travail, d'accord. Dans le cadre, Au-delà dans de la le loi cadre, El Khomri, dans le où ça cadre n'est général réservé que aux de accords la protection défensifs. du droit du travail. D'accord, Mais c'est ça la flexi-sécurité adaptée à l'entreprise. d'accord. Et je suis aussi attaché, c'est un point que j'ai rencontré la ministre du Travail la semaine passée, à la dimension de l'accord de branche, qui était un peu oublié ces temps-ci. Parce que l'accord de branche, il est particulièrement adapté, notamment aux petites et moyennes entreprises. Et 55% de l'emploi dans ce pays, c'est les petites et moyennes entreprises. Il faut donc qu'on se dise une fois pour toutes que la petite et moyenne entreprise a besoin d'un droit du travail qui s'adapte à sa réalité. Sur la pénibilité, la CGT aujourd'hui dit, après avoir vu des responsables du ministère de l'Emploi, du Travail, dit que le gouvernement aurait l'intention de ramener ça à l'accord d'entreprise, précisément, et de le retirer de l'accord de branche, enfin de la loi essentiellement, mais de l'accord de branche pour ses déclinaisons pour les référentiels. Écoutez, je vais m'en tenir à ce que j'ai échangé. Suspension d'un compte qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas fonctionner, mais en même temps, est-ce que pour autant ça fait disparaître la réalité de la pénibilité? Je crois qu'il faut renvoyer à la négociation cette dimension de la pénibilité, à la négociation, d'abord dans le cadre du dialogue social, Mais à dans quel le niveau? cadre d'une loi. Mais attendez, Oui, c'est important. l'ensemble des partenaires sociaux au niveau national. Donc une négociation interprofessionnelle, mais, Bien sûr. mais elle a eu lieu déjà, cette négociation Non. interprofessionnelle. Elle peut être réouverte, puisque ça n'a pas fonctionné. Puisque ça n'a pas fonctionné. Elle doit même être réouverte dans le cadre d'une loi que je connais assez bien. La loi de Larcher. 2007, voilà. Et je pense que le gouvernement pratiquera de cette manière. En tous les cas, je le souhaite, car ça ne peut pas. La question de la pénibilité, elle peut être adaptée dans l'accord d'entreprise. Il y a quelques principes fondamentaux qu'il faut définir dans le cadre d'un accord national, ou en tous les cas dans le cadre d'un dialogue national qui, s'il n'y a pas d'accord, sera tranché par le Parlement. En tous les cas, vous avez rencontré la ministre du Travail il y a quelques jours, vous l'avez dit, vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Hein. Pas sur tous les sujets, Globalement, bien sur la évidemment. réforme, là, hein, mais... Je connais bien la ministre du Travail, Oui. puisque quand j'étais ministre du Travail, je lui avais proposé, elle était devenue, d'être présidente de l'Institut du Travail. C'est dire que je pensais que c'était une femme qui connaissait bien ces sujets-là. Il y a d'autres sujets dans les ordonnances qui sont des sujets particulièrement importants. La question de la sécurisation de l'embauche, et notamment la question des indemnités devant les prud'hommes, c'est un élément de sécurisation. Moi, j'aurais souhaité qu'on y mette aussi les seuils. Je l'ai dit à la ministre, car les seuils passaient de 10 à 20. Les seuils sociaux, hein, c'est-à-dire les Ce qui seuils, crée de le nombre d'emplois nouvelles au-delà obligations. desquels ça crée un certain Ça, nombre. ça crée de l'emploi. D'accord. Et notre sujet aujourd'hui, Vous avez le même si sentiment les chiffres sont un peu meilleurs, d'être c'est de entendu créer de là-dessus? l'emploi. Vous avez le sentiment d'être entendu, écouté? Parce que ce sera le rôle du débat parlementaire. Ouais, d'accord. On va parler de la moralisation de la vie publique, dont le projet De la de loi... confiance dans la de vie la publique. confiance dans la vie Oui. publique, dont les projets de loi ou le projet de loi arrivent en Conseil demain. Mais avant, je voulais savoir, il y a un autre débat, mais il y en a beaucoup en ce moment au sein des Républicains sur la question de savoir si il faut voter la confiance au Premier ministre Édouard Philippe ou pas. D'abord, je voulais savoir si le gouvernement demande au Sénat un vote de confiance. Est-ce que vous êtes enclin à la voter, cette confiance, aujourd'hui? D'abord, il
ça n'est pas une obligation, vous le savez, Absolument, à la c'est différence pour ça que je vous dis. de l'Assemblée nationale. C'est un des sujets dont nous parlerons avec le Premier ministre la semaine prochaine. S'il souhaite ou non demander la confiance aussi au Sénat. Vous savez, pour voter la confiance, il faut connaître le texte. Il faut connaître sur quoi la confiance est appelée, de quelle manière elle est appelée. La confiance, c'est pas non plus une espèce de prison derrière laquelle on s'enferme. C'est pas un blanc-seing qui est donné. Donc, il y aura un débat à l'intérieur des groupes, et c'est à l'issue du débat à l'intérieur des groupes que sera décidé ou non de voter cette confiance. On ne regarde jamais les choses a priori ici au Sénat. Donc elle n'est pas automatique. Non. Elle ne va pas de soi. Le vote de confiance ne va pas de soi. Par nature, elle ne va pas de soi, la confiance. Et je crois que la confiance, elle se construit. Elle se construit par les propositions. Et il appartiendra au Premier ministre de faire des propositions. Il viendra devant le Sénat pour nous faire part de ses propositions. Alors, certains de vos amis... Le 5 juillet prochain, c'est au moins la date que nous avons pré-retenue. Et donc, nous écouterons et nous verrons si nous partageons. Alors, certains de vos amis ont une position anticipée, puisqu'ils annoncent déjà qu'ils voteraient la confiance. Alors, toute dernière question, il nous reste moins d'une minute. Alors, Sur la confiance dans la vie publique, vous avez fait une proposition intéressante, qui est celle, une seule. entre autres, Une seule qui est celle de supprimer la réserve ministérielle, puisque vous nous avez appris à beaucoup qu'il y avait la réserve parlementaire, qui allait être enlevée, mais qu'il existait aussi une réserve ministérielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément ce en quoi cette réserve consiste et quelle est votre proposition précise? Très simple. Le ministère de l'Intérieur distribue 26 millions dans la plus totale opacité. La dotation d'action parlementaire ici au Sénat, elle est publiée, elle est contrôlée. Eh bien, si demain nous réformons la dotation d'action parlementaire au Sénat, et suivant une méthode d'ailleurs que nous avons mis en place pour la dotation institutionnelle, c'est-à-dire avec un collège des vice-présidents, je souhaite que la même transparence, puisque le mot est à la mode, pour créer la confiance, soit faite sur ce qui est donné. J'ai cité les 26 millions du ministère de l'Intérieur distribués à des collectivités locales dans la plus totale opacité. Alors, je renvoie les téléspectateurs à publicsénat.fr avec une enquête très détaillée sur cette réserve ministérielle et la réserve parlementaire avec tous les chiffres. Sur le également. site du Sénat aussi. Sur le site du Sénat également. Juste une petite question. Vous n'êtes pas contre le principe d'une augmentation de la CSG si c'est pour alléger la charge sur les salaires d'un mot? Personnellement, je ne suis pas favorable à la manière dont la CSG nous est proposée. Notamment, elle pèsera, y compris sur des revenus modeste, je n'y suis pas favorable. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Jean-Francis, dernière partie de l'épreuve de vérité maintenant avec Nadège Puljak de l'agence France-Presse qui nous rejoint pour parler politique LR. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Nadège. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur le Bonsoir. Président. Alors, tout simplement, si je vous demande un mot pour qualifier l'état de votre parti en ce moment, vous me dites quoi? Un mot médical. Comme vous voulez. Il sera en crise. Il est en crise. Bien sûr, mais il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. En sursis votre parti? Non, je pense que nous avons un travail d'analyse pour établir le diagnostic. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi nous avons échoué tout au long de ces années, et notamment de cette dernière année que nous avons vécue. Surtout de cette dernière année, parce que les autres années, ça s'était pas si mal passé que ça. Après tout, oui, vous aviez remporté les législatives partielles, vous aviez remporté les municipales, au régional, vous n'étiez pas de trop ma mal débrouillé. famille. Et puis là, tout d'un coup... Nous avons connu une crise de gouvernance. Nous avons connu des questions, des interrogations sur le financement de campagnes politiques, et puis c'est pas... notamment présidentielles, sur le fonctionnement du parti. Tous ces sujets-là, nous les avons traités, mais en même temps, elles ont suscité des interrogations légitimes chez nos concitoyens. Je crois que nous devons aussi nous reposer la question. Depuis 2002, nous étions rassemblés, les radicaux, les républicains, indépendants, les gaullistes, les chrétiens démocrates. Qu'est-ce qui est notre lien aujourd'hui pour être ensemble? Alors c'est là-dessus que vous allez Quelle vision de la réfléchir. société? Quelle solidarité?
Quelle vision de la communauté nationale? Quelle place de la France? Comment nous voyons l'Europe? Tous Ça en ces fait des sujets-là. divergences. Mais oui, mais c'est ça ce qui forge le cœur d'un mouvement politique. Alors, François Baroin a dit on s'occupera du parti après les législatives. Il a raison. Il est bien sûr qu'il. Enfin, bien sûr, c'est pas à moi de le dire, c'est vous qui le dites, mais ce que je veux dire, c'est. Ça va tourner au pugilat, ça va tourner au règlement de compte? Je ferai tout pour qu'il y ait un vrai débat et que le vrai débat se limite pas à un combat de boxe. Parce que hier, on avait l'impression qu'il y avait un petit peu un combat de boxe chez vous. Non. Il y a eu le bureau politique. Vous étiez au bureau politique? Non, je n'étais pas hier. Alors, d'après ce qu'on nous a dit, j'ai quand même plusieurs sources assez sûres qui nous ont quand même expliqué que ça avait bardé, si j'ose m'exprimer ainsi, pour M. Raffarin, qui s'est même levé prêt à partir. Finalement, il s'est rassis, tout le monde s'est calmé. Mais enfin, alors, en gros, j'explique en vitesse la situation. M. Raffarin dit, les trois qui sont au gouvernement, les trois de chez nous qui sont au gouvernement, voilà, ils n'ont pas la gale depuis qu'ils sont partis, ils sont toujours des nôtres, et puis de toute façon, il faut passer des accords, enfin, en tous les cas, il faut dire qu'on est d'accord avec M. Macron. Les autres lui ont dit, écoute, là, vraiment, en gros, tu joues contre ton camp. Alors, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Écoutez, on était au lendemain d'un choc terrible pour 450 de nos candidats, parce que ce choc, c'est le résultat du premier tour. Nous avions beaucoup de candidats nouveaux, jeunes, et qui espéraient pouvoir être élus et rencontrer la confiance des Français. Je crois que ce débat, il va venir en son temps. Là, avant les vacances ou après, à l'automne, au moment du congrès? Je pense que nous aurons un débat dès la semaine prochaine. La semaine prochaine. Aujourd'hui, un seul objectif, celui du sursaut que j'évoquais tout à l'heure, celui de notre mobilisation, qui dépasse même l'intérêt partisan, c'est l'intérêt de la démocratie parlementaire. Mais vous dites qu'il y ait des forces, et c'est vrai aussi pour la gauche, qu'il y ait des forces d'opposition qui permettent à la démocratie, allez, même si les deux jambes sont inégales, eh bien, de trouver des équilibres. Nathalie Kosciusko-Morizet, justement, qui est en ballottage très difficile. Hier, M. Raffarin est allé l'aider sur le terrain. Vous allez, vous aussi, vous soutenir des candidats? Vous allez soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet? Non, je vais faire d'autres, puisque on essaye de se répartir sur le terrain. J'ai soutenu, si vous aviez lu un de vos confrères, aussi bien Nathalie Kosciusko-Morizet que d'autres, et y compris Thierry Solaire. Mais j'ai été dans l'Aisne, me battre contre le Front National. Malheureusement, du côté d'Hirson, avec un succès pas encore total, parce que pour moi, c'était la priorité dans un département qui avait donné la majorité à Marine Le Pen. Et qui soutiendrez-vous pour prendre le parti dirigé? C'était la question. Oui, c'était évidemment une question que je posais. Il me pique toujours mes questions. Le sujet, c'est pas de prendre le parti. Il y aura le moment venu un congrès, il y aura le moment venu l'élection. Donc en novembre, le congrès, début novembre. Autour de quel projet? Comment va être notre vivre ensemble? Qu'est-ce que nous allons proposer aux Français? Mon sujet, c'est pas de choisir tel ou tel. Ça dépend parce qu'ils incarnent quand même des lignes. Est-ce que la promesse de 2002, on est capable de la renouveler fin 2017, 2018, en refondant une formation politique qui est faite d'hommes et de femmes aux projets parfois un peu différents? Justement, alors Michel vous demandait pour qui allez-vous soutenir? Alors tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. En gros, il y aura 2 candidats, il y en aura peut-être plus, mais il y en aura au moins 2. Je crois quand même être bien renseigné sur la question. Il y aura Laurent Wauquiez qui représente une droite, on va dire, qui s'assume, on va dire. Et puis Monsieur Xavier Bertrand, une droite plus centrale. Bon, ces 2 lignes opposées, c'est... Non, écoutez, j'adore en permanence, mais vous faites votre métier, une forme de simplification. Moi, je n'invente rien. Non, je crois qu'il faut qu'on retrouve avec les Français ce qu'une droite, notamment une droite attentive à la diversité, une droite qui parle au peuple français, c'est ça qu'il faut réinventer. On n'est pas dans une construction. Les Français attendent de nous. Qu'est-ce que vous proposez au pays? Comment voulez-vous contribuer dans les 5 ans qui viennent à sortir notre pays du désarroi dans lequel il est? C'est aussi un sujet qui n'est pas médiocre. Et quelle alternative vous proposerez à la France? C'est ça le sujet. Alors, vous défendez la diversité de votre famille politique, donc son unité, et pourtant, c'est pas forcément ce qui va se passer selon Gérard Longuet. Pour lui, l'implosion est une option. On l'écoute et vous réagissez.
Il y aura forcément un débat et qui n'écarte pas l'implosion. Je suis complètement... Qui n'écarte pas l'implosion. Qui n'écarte pas, parce que à l'origine, en 2002, lorsque l'UMP a été créée, qui a généré ensuite aujourd'hui les Républicains, il y avait l'idée de constituer une force suffisante pour accéder au deuxième tour. Manifestement, cette unité ne permet plus d'accéder au deuxième tour. Et ça ne marche pas sur le plan électoral. En 2002, il y avait aussi le refus des populismes qui étaient dans notre pacte fondateur. Ne l'oublions pas. Ça veut dire que si nous sommes de la droite et du centre, pour autant nous sommes très attachés à un certain nombre de valeurs de la République, à des valeurs humaines, à des valeurs de société en partage. Et donc, c'est autour de ça que nous devons refonder notre mouvement politique. Oui, mais vous ne répondez pas à notre question, parce que est-ce que le parti va se scinder ou pas? Vous avez entendu M. Longuet là, qui dit oui, on risque d'imploser, on entend partout. Tout à l'heure, vous parliez écoutez, des Républicains indépendants. Vous savez que c'est un nom qui circule pour une nouvelle... pour un nouveau parti de droite. C'était un nom qui existait au Sénat. Hein? C'est plausible, c'est crédible, ça? C'était juste avant 2002. Moi, personnellement, je ferai tout pour un débat de qualité, un débat à profondeur, qui ne soit pas un combat de boxe, et pour reconstruire un parti, parce que je crois que nous avons une responsabilité. L'implosion, ça veut dire l'atomisation. L'atomisation, ça veut dire la faiblesse. Et on a un devoir d'être une opposition qui exerce sa mission d'opposant pour notre formation politique. Au Parlement, y compris ici au Sénat, dans un groupe comme le groupe des Républicains, nous avons aussi un devoir de contrôler le gouvernement, de faire des propositions, de s'opposer quand nous considérons qu'il est important, utile pour le pays de s'opposer, mais nous sommes là aussi pour contribuer à redresser la France. Et donc vous espérez bien sûr la réussite d'Emmanuel Macron. C'est la réussite du président de la République. C'est la réussite de la France, ce qui m'intéresse. J'ai toujours dit que je privilégiais mon pays à mon parti, tout en étant très fidèle à la formation politique gaulliste dans laquelle j'ai cheminé. Mais enfin, qui a envie de dire que la France échoue? Il n'y a que Mme Le Pen qui se nourrit des désarrois et de la misère. Dernière question. Mélenchon un peu. Oui, alors justement, vous parliez d'Emmanuel Macron. On peut dire qu'il a quand même brouillé les cartes. Hein. Il fait entrer des gens de droite dans son gouvernement. Il soutient des gens qui sont chez vous. Il y a des gens chez vous qui soutiennent sa politique. Alors, sur quelles idées votre parti peut faire la différence? Je crois que c'est sur l'idée aussi de la liberté, de la responsabilité, sur l'idée de la place de la communauté nationale, de la manière dont nous imaginons notre pays, dans une identité qui n'est pas repliée, mais dans une identité affirmée, sur des sujets aussi auxquels je tiens beaucoup, des sujets territoriaux. Est-ce que la France, je le disais tout à l'heure, c'est uniquement quelques métropoles et quelques régions puissantes? Une France qui soit tout à la fois, pour le gaulliste que je suis, ça fait partie des idées essentielles dans un pays qui ne va pas bien. Encore une question au président du Sénat, puisque nous sommes à la veille de la comparution. Ce sera devant le tribunal correctionnel de Paris du pneumologue Michel Aubier pour témoignage mensonger sous serment, puisqu'il avait nié ses liens avec certains industriels, le groupe Total notamment, et en minimisant par ailleurs l'impact de la pollution. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Qu'on respecte le Parlement, et notamment quand on prête serment devant une commission d'enquête du Parlement, considérer que c'est une chose sérieuse. À un moment où on veut redonner confiance dans la vie publique, on veut redonner confiance dans la vie politique. Le Parlement est un élément de la vie démocratique. Le respecter est essentiel. Laissons faire la justice. C'est vrai que nous nous sommes portés partie civile. C'est vrai que je serai représenté à l'audience par le président de la commission d'enquête de l'époque, Jean-François Husson, et naturellement par un avocat qui défendra les intérêts. Donc ça mérite vraiment condamnation. Vous n'intervenez pas dans les affaires de justice. Écoutez, je vous laisse ce mot. La justice décidera. Nous avons voulu, le bureau, à l'unanimité, toute sensibilité politique, rappeler que le Parlement est une chose sérieuse. Témoigner devant une commission d'enquête du Parlement est une chose très sérieuse et le tribunal tranchera.
devra le rappeler. Je comprends. Je traduis un peu vos propos. Merci, Monsieur Larcher. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci à tous. Bonsoir. À la semaine prochaine.